à partir de toutes les vérités qui ont été déversées à la place publique, en tout cas à cette tribune mondiale, vous allez voir qu'on va assister désormais à la décrue. C'est-à-dire, tous ceux qui seront amenés à se prononcer sur le dossier malien, sur la vie politique malienne, seront obligés, si vous voulez, de tourner leur langue plusieurs fois parce qu'ils savent qu'il y a la réciproque qui les attend. Non, je pense qu'il faut analyser le discours du Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga sur plusieurs points. D'abord sur la forme. Je crois que le rédacteur de ce discours a essayé de tisser ce récit en s'appuyant sur plusieurs instruments rhétoriques. Vous allez trouver dans ce discours les figures de style comme la parabole, comme la métaphore, comme l'ironie, comme l'hyperbole, comme l'allégorie. Et tout cela donne une puissance rhétorique à ce récit-là. Tout simplement parce que, en réalité, lorsque vous avez besoin de faire un discours sur une durée, ça faisait quand même plus de 34 minutes, donc il faut trouver des articulations qui permettent de rendre le récit suffisamment digeste. Je crois que de ce point de la rhétorique, le discours tient fondamentalement. Ça, c'est purement la forme. Et encore un élément de la forme, c'est que le discours s'est appuyé sur un certain nombre d'instruments d'ordre culturel qui rendent compte en fait du mode de vie et de pensée de l'Africain. Lorsque il fait allusion par exemple à ce que vaut l'amitié, qui doit se reposer sur fondamentalement la sincérité, ou alors le fait qu'il ne faut pas, si vous voulez, répondre à des injures, par des injures et tout, ça fait partie en fait des éléments culturels très forts dans notre communauté, en tout cas africaine. Donc au-delà de ceci, lorsque vous allez sur le fond, vous devez pouvoir comprendre que en réalité, les Maliens sont dans le principe de la réciprocité. C'est-à-dire, tout simplement, je pense que lui-même il a dit, lorsque vous prononcez un mot de travers à leur égard, ils vous répondent justement de la même manière, par la réciproque, tout comme si vous leur tirez une balle, etc. Donc, lorsque vous revisitez tous ces éléments, là, vous comprenez très bien le contexte dans lequel ce discours a été prononcé. Entre autres, que les Maliens sont pratiquement agacés, exaspérés par les attaques frontales qui viennent de toutes parts. Voyez-vous? Donc, ils ont répondu du toc au tac, ou de tic au tac, à chacun des acteurs qui ont cru se mêler des affaires intérieures liées précisément à la gouvernance du Mali. Au-delà de tout ceci, vous comprenez tout simplement que ce que Abdoulaye Maïga a dit rend compte de l'état d'esprit actuel des dirigeants maliens. C'est-à-dire que pour eux, c'est la dignité ou la mort. C'est le respect de leur souveraineté ou la mort. C'est le respect de leur choix en tant qu'être humain, gouvernant des millions de personnes appartenant à une nation ou la mort. Et donc, ils n'entendent pas fléchir devant qui que ce soit, et quelles que soient les intimidations, les influences, la mystification, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils sont dans une conviction qui est qu'ils ont une responsabilité devant des millions de personnes, devant des millions de Maliens, et ils l'assument comme tel. Vous savez, tous ceux qui ont réussi à rentrer dans l'histoire sont ceux-là qui ont, à un moment donné, brisé les côtes rigides de la vie, de l'humanité, etc. Donc, l'agacement, il est réel. C'est pour ça que j'ai parlé d'agacement. J'ai parlé aussi d'un certain nombre de faits. Lorsque vous voyez le président français traité de junte, attaqué frontalement à plusieurs reprises, ou sa ministre des Affaires étrangères actuelle, attaqué avec des mots crus. Les Maliens, mais je suis étonné que les gens ne réagissent pas par rapport à cela. En réalité, ils ne voyaient pas simplement le colonel Maïga ou Assimi Goïta ou Amara ou Camara, etc., comme étant de simples colonels de l'armée. Il s'agit en réalité d'un gouvernant, des gouvernants d'une nation entière, d'un pays souverain. Et en tant que tel, même s'ils sont petits, ils sont jeunes, ils n'ont pas la maturité, etc., on est obligé, du fait qu'ils occupent la position de dirigeant d'une nation entière, de leur parler avec la déférence requise à un responsable d'un pays. Donc, ils ont compris qu'il faut hausser le ton pour que les gens comprennent
qu'ils ont besoin d'être respectés. Et je crois, honnêtement parlant, qu'on a atteint le pic de l'escalade. Et il me semble qu'à partir donc de ce discours-là, à partir de toutes les vérités qui ont été déversées à la place publique, en tout cas à cette tribune mondiale, vous allez voir qu'on va assister désormais à la décrue. C'est-à-dire, tous ceux qui seront amenés à se prononcer sur le dossier malien, sur la vie politique malienne, seront obligés, si vous voulez, de tourner leur langue plusieurs fois parce qu'ils savent qu'il y a la réciproque qui les attend. Est-ce que vous pensez vraiment que les dirigeants maliens ne sont pas très engagés dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce que vous avez une idée de tout l'équipement militaire, l'aviation qui a été renforcée à tout point de vue, la restructuration de l'armée, le recrutement, les formations, l'ouverture des écoles de formation militaire et tout ce qui est en train de se faire au Mali et qui n'avait jamais été fait par le passé, même avec des régimes élus par le passé? Est-ce que vous pensez que véritablement les Maliens ne font rien? Je pense que leur engagement premier, c'est de retrouver la sécurité et la stabilité au Mali. Et il n'y a pas que la question des armes. J'ai vu le processus de réconciliation, les discussions avec les groupes terroristes, tout ce qui a été initié de façon globale et holistique pour trancher ou extirper de la vie du Malien, tout ce qui est consécutif à l'insécurité. C'est vrai, vous voyez, le Mali, quand même, c'est un pays de 1 million et quelques kilomètres carrés. C'est un territoire suffisamment vaste, hein, je crois 1 241 kilomètres carrés, 41 200 kilomètres carrés, c'est quand même beaucoup. Et puis le pays était déchiqueté à tout point de vue. Et donc, dans ces conditions-là, vous comprenez que pour restructurer ce pays, pour reconquérir tous les territoires maliens, ce n'est pas un exercice facile. Mais en tout état de cause, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Mali est plus en insécurité qu'il l'était il y a de cela quelques années? Je ne crois pas. Et donc, je pense que le Premier ministre malien a eu à le dire, que la peur a changé de camp parce que les sanctuaires djihadistes ont été quand même démantelés. Même s'il y a encore des cas isolés, il y a des histoires. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont été autant révoltés, énervés par le propos de Bazoum, qui a parlé comme si il était le coordonnateur des djihadistes qui auront à attaquer Ménaka, puisqu'il était convaincu que cette région sera attaquée parce que depuis le départ de Barkhane, il n'y a plus de gouvernance, etc. Et tout cela, c'était quand même des affirmations gratuites qui étaient de nature à révolter les Maliens. Et je pense que c'est cette réponse qui lui a été donnée. Oui. Dans tous les cas, le Mali a eu à solliciter le président du Togo dans même la question de l'embargo qui était décrété en janvier dernier contre le Mali. Alors que la CEDEAO avait un médiateur officiel qui est l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Ce qui veut dire qu'il y a un penchant naturel, qu'il y a une amitié, une empathie entre le président du Togo et les dirigeants malien. Et de ce point de vue, il a été logique et cohérent d'observer que les Maliens aient adoubé à nouveau le président du Togo pour qu'il puisse assurer la médiation dans le contexte des carencies militaires ivoiriens, en tout cas encore en détention. Donc, si c'est bien leur parler, tant mieux. Ce qui nous intéresse désormais, c'est le résultat auquel on va aboutir, parce que je crois que cette question des carencies militaires commence à exaspérer tout le monde. Ce n'est pas un sujet fondamental qui doit alors préoccuper autant le monde entier. On comprend que sur le principe, dès l'instant où il y a du flou autour de cette question, les Maliens sont dans leur bon droit d'être intransigeants, rigoureux, fermes, pour pouvoir faire la lumière et dissiper toutes les zones d'ombre. Néanmoins, avec toute la mobilisation et les négociations qui sont en train de s'opérer, il serait intéressant, à mon avis, que les dirigeants maliens se disent, dans tous les cas, nous avons atteint l'objectif qui consiste à montrer que nous sommes attaqués de partout et que les gens prenaient notre territoire comme une brousse où ils peuvent faire débarquer n'importe qui, n'importe comment et dans des conditions les plus hasardeuses possibles. À partir de l'instant où ce constat est établi, cet objectif est
atteint, il serait bien qu'il lève la pédale. En tout cas, c'est mon point de vue personnel, qu'il lève la pédale et qu'il passe à autre chose, parce que cela risque de leur perdre trop d'énergie inutile, alors qu'ils ont effectivement des défis sérieux qui concernent le meilleur devenir du citoyen malien, qui concernent la sécurité, qui concernent beaucoup d'autres chantiers. Il ne faudrait pas que ces sujets provoquent comment dire, un balai quotidien qui leur perd le temps alors que leur défi est réel. Oui, mais bien sûr, puisque lorsque le Mali avait été sanctionné, la Guinée avait sorti pratiquement un communiqué dans les mêmes termes, où il ne reconnaissait pas, il ne se sentait pas concerné par justement ces mesures de la CEDEAO, qui étaient d'ailleurs des mesures ubuesques, illégales, etc. Dans tous les cas, les deux pays étant suspendus, il s'agit là d'une ligue de deux victimes, qui se disent tout simplement qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se soutenir parce qu'ils considèrent qu'ils font l'objet d'une traque internationale, et quand ils se mettent ensemble, ils auront plus de force que de marcher de façon isolée. Surtout que les mesures que prennent les dirigeants de la CEDEAO ne reposent sur aucun principe juridique, ou en tout cas ne s'appuient sur aucun instrument de la charte de la CEDEAO. En tout cas, tous les textes qui régulent la vie de la communauté, il n'y a pas un élément qui permet aux dirigeants de décider de la suspension des transactions, de décider d'un certain nombre de choses. Donc tout cela, cela montre qu'en fait, il y a une fronde réelle qui est initiée simplement parce que les dirigeants de la CEDEAO sont agacés et ils sont un peu dépassés par l'intransigeance de ces officiers qui ont fait irruption sur, en tout cas, la tête des États comme le Mali et la Guinée. C'est bon.